La fille du parking a été accusée d'avoir rayé la voiture du millionnaire, mais il a vu le vieux stylo dans ses mains. C'était identique au modèle exclusif qu'il avait fait personnaliser pour sa fille avant qu'elle ne disparaisse il y a 22 ans. Le crachin parisien tambourinait sur le toit vitré du parking souterrain des Galeries Montparnasse. Créant une mélodie monotone qui berçait la fin d'après-midi de novembre, Chloé Martel resserra son écharpe autour de son cou et jeta un coup d'œil à sa montre. 17h30, encore 1 heure avant la fin de son service. Et elle pourrait enfin rentrer auprès de Marguerite, sa mère adoptive, qui l'attendait sûrement avec une tisane chaude et ce sourire bienveillant qui avait illuminé sa vie depuis 20 ans. À 28 ans, Chloé avait appris à trouver de la beauté dans les petites choses. Son travail d'auxiliaire de parking n'était pas glamour, certes, mais il lui permettait de subvenir aux besoins de Marguerite, dont la santé déclinait depuis quelques mois. Les médicaments coûtaient cher, et chaque euro comptait dans leur modeste appartement de Belleville. Elle venait de terminer de nettoyer une BMW garée au niveau 2, quand le rugissement d'un moteur puissant résonna dans le parking. Une Ferrari rouge sang, rutilante comme un bijou, descendit la rampe avec une élégance presque arrogante. Chloé ne put s'empêcher d'admirer la beauté de la machine tout en préparant son matériel. Ces voitures-là, elle en voyait quelques-unes par semaine, mais elle ne cessait jamais de l'impressionner. Le propriétaire sortit du véhicule d'un mouvement fluide, grand, la quarantaine élégante, costume sur mesure impeccable malgré l'heure tardive. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés, et quelque chose dans son regard acier trahissait une autorité naturelle, celle des hommes habitués à être obéis sans discussion. Il lui tendit les clés sans même la regarder, déjà absorbé par un appel téléphonique qui semblait crucial. « Niveau 3, emplacement VIP », ordonna-t-il d'une voix sèche, avant de s'éloigner vers les ascenseurs, son téléphone collé à l'oreille. Chloé hocha la tête et prit place au volant de la Ferrari. Le cuir sentait encore le neuf, mélangé à un parfum masculin coûteux. Elle démarra avec précaution. Ses bolides valaient plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans, et commença la descente vers le niveau inférieur. C'est en négociant le virage serré de la rampe que tout bascula. Un autre véhicule montait à contresens. Une infraction courante mais toujours stressante dans ces parkings mal conçus. Chloé donna un coup de volant pour l'éviter. Mais la Ferrari, plus large qu'elle ne l'avait estimé, frôla le pilier de béton. Le bruit fut minimal. Un simple frottement, presque inaudible. Mais quand elle descendit pour inspecter les dégâts, son cœur se serra. Une rayure fine mais visible courait sur l'aile droite, entamant la peinture rouge avec la cruauté d'une balafre. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle savait que sa journée venait de prendre un tournant catastrophique. Ses réparations coûteraient une fortune, bien plus que son salaire annuel, mais elle devait l'annoncer au propriétaire. Marguerite lui avait toujours enseigné l'honnêteté. Même quand elle faisait mal, 20 minutes plus tard, l'homme revenait de ses courses, plusieurs sacs de boutique de luxe à la main. Chloé l'attendait près de sa voiture, la gorge nouée, les paumes moites malgré le froid. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire », commença-t-elle d'une voix qui se voulait assurée. Il s'arrêta net en voyant la rayure. Son visage, jusqu'alors neutre, se transforma. La colère qui s'empara de ses traits était si intense que Chloé recula instinctivement. « Qu'est-ce que vous avez fait à ma voiture ?» explosa-t-il, sa voix résonnant dans tout le parking. D'autres clients s'arrêtèrent pour observer la scène. Chloé sentit tous ces regards curieux se poser sur elle, et l'humiliation lui brûla les joues. « Monsieur, c'était un accident, je vous assure. Le pilier, dans le virage, et un accident. » Il fit quelques pas vers elle, et Chloé eut l'impression de rapetisser face à cet homme qui semblait soudain immense. « Vous savez combien vaut cette voiture? Combien coûte cette peinture spéciale ?» Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Autour d'eux, la petite foule de curieux grossissait. Des murmures s'élevaient, certains compatissants, d'autres clairement amusés par le spectacle. « Je suis désolée. Vraiment, je paierai les réparations, bien sûr, mais vous paierez ?» Il eut un rire sans joie. « Avec quoi? Votre salaire de femme de ménage ?» Cette dernière phrase fit l'effet d'une gifle. Chloé redressa la tête, une étincelle de fierté rallumant son courage. « Je ne suis pas femme de ménage. Monsieur, je suis auxiliaire de parking. Et oui, j'assumerai mes responsabilités, même si cela doit me prendre des années. » Elle avait parlé d'une voix plus ferme, mais ses mains continuèrent de trembler.
Dans sa nervosité, elle serrait et desserrait compulsivement ses doigts, faisant rouler entre ses paumes un objet qu'elle portait toujours sur elle. C'est alors que l'impensable se produisit. L'homme s'arrêta net au milieu de sa tirade. Son regard, jusqu'alors focalisé sur la rayure, glissa vers les mains de Chloé, plus précisément vers l'objet qu'elle manipulait machinalement, une ancienne plume dorée, délicatement gravée de motifs de papillons, qui brillait faiblement sous les néons du parking. Le changement fut si brutal que Chloé crut qu'il faisait un malaise. Toute couleur déserta son visage. Ses yeux s'écarquillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle muet. Il vacilla légèrement, comme si ses jambes refusaient soudain de le porter. « Où avez-vous eu ça ?» chuchota-t-il, sa voix méconnaissable. Chloé baissa les yeux vers sa main, la plume dorée, son unique souvenir d'une enfance dont elle ne gardait aucune mémoire, lui semblait soudain peser 1000 tonnes. « Pourquoi ?» balbutia-t-elle, déstabilisée par ce changement d'attitude radicale. L'homme fit un pas vers elle, puis un autre, les mains tendues comme s'il implorait. Toute trace de colère avait disparu de son visage, remplacée par quelque chose de bien plus troublant, un mélange de désespoir et d'espoir fou qui donnait à ses yeux une intensité effrayante. « S'il vous plaît » murmura-t-il, et sa voix se brisa légèrement. « Cette plume, dites-moi d'où elle vient. » Les curieux autour d'eux s'étaient tus, sentant que quelque chose d'important se jouait sous leurs yeux. Sans comprendre quoi, Chloé serra la plume contre sa poitrine. Un geste de protection instinctif. « Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai de mon enfance. On m'a trouvée avec, quand j'avais 8 ans. » Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. L'homme émit un son étranglé, à mi-chemin entre le sanglot et le cri. Il porta une main à sa bouche, comme pour retenir un flot d'émotions trop violentes, et ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Sophie, ma petite Sophie !» Chloé ne comprenait plus rien. Cet homme qui, quelques minutes plus tôt, l'humiliait devant tout le monde, semblait maintenant au bord de l'effondrement. Et ce nom qu'il venait de prononcer, Sophie, pourquoi ce prénom lui donnait-il cette étrange sensation de déjà-vu ? « Monsieur, je ne comprends pas. Qui est Sophie ?» Il la regarda alors vraiment pour la première fois. Et Chloé frissonna sous l'intensité de ce regard qui semblait la scanner, cherchant quelque chose de précis dans chacun de ses traits. « Vos yeux » murmura-t-il, « ces yeux verts et cette petite cicatrice. » Là, sur votre menton, instinctivement, Chloé porta la main à la fine ligne blanche qui marquait son menton depuis toujours. Comment pouvait-il remarquer quelque chose d'aussi discret ? L'homme recula d'un pas, comme s'il venait de voir un fantôme, et l'expression qui traversa son visage était si douloureuse que Chloé en eut le cœur serré. « Pardonnez-moi » dit-il soudain, sa voix redevenue maîtrisée malgré l'émotion qui la teintait. « La rayure n'a aucune importance. Gardez votre argent. » Il tourna les talons et se dirigea vers l'ascenseur d'un pas rapide, laissant Chloé plantée là, la plume dorée toujours serrée dans sa main, le cœur battant la chamade et 1000 questions se bousculant dans sa tête. Que venait-il de se passer ? Et pourquoi avait-elle l'étrange impression que sa vie venait de basculer à jamais ? Le trajet en métro jusqu'à Belleville n'avait jamais semblé aussi long à Chloé. Assise dans la rame bondée de la ligne 11, elle fixait son reflet dans la vitre sombre du tunnel, la plume dorée tournant encore et encore entre ses doigts. Les paroles de cet homme résonnaient dans sa tête comme un écho obsédant. « Sophie, ma petite Sophie. » Pourquoi ce prénom lui donnait-il cette sensation étrange, comme un frisson au creux de l'estomac ? Et surtout, comment avait-il pu remarquer cette cicatrice que même elle oubliait parfois ? Marguerite lui avait toujours dit qu'elle était si fine qu'on la voyait à peine. En sortant du métro Couronne, Chloé remonta la rue de Belleville d'un pas machinal, les odeurs familières du quartier, épices des restaurants chinois, pain frais de la boulangerie tunisienne, parfum des fleurs du marché qui fermait, auraient dû l'apaiser comme d'habitude. Mais ce soir, rien ne parvenait à chasser l'image de ce regard désespéré, de cet homme qui semblait avoir vu un fantôme en la regardant. L'immeuble de 6 étages où elle vivait avec Marguerite depuis 20 ans n'avait pas changé, façade fatiguée, cage d'escalier qui sentait l'encaustique et les années, mais c'était chez elle, au 4e étage. Elle sortit ses clés, mais la porte s'ouvrit avant même qu'elle ne les utilise. « Ma chérie, tu es en retard ce soir », s'inquiéta Marguerite en l'embrassant sur les joues. À 68 ans, Marguerite Martel gardait cette élégance naturelle qui l'avait toujours caractérisée.
Malgré la maladie qui l'affaiblissait progressivement, ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés, et elle portait cette robe de chambre en velours bleu qu'elle affectionnait particulièrement. « J'ai eu une journée particulière », répondit Chloé en accrochant son manteau. « Raconte-moi ça autour d'une tisane. »« J'ai préparé de la verveine, comme tu aimes. » Elles s'installèrent dans le petit salon aux meubles anciens mais bien entretenus. Marguerite avait toujours eu le don de transformer leur modeste appartement en cocon chaleureux. Les photos encadrées sur la cheminée racontaient leur histoire commune. Chloé enfant, puis adolescente, puis jeune femme, toujours aux côtés de cette femme qui l'avait élevée avec tant d'amour. « Maman », commença Chloé en acceptant la tasse fumante. « Tu te souviens de ce que tu m'as raconté sur ma façon dont tu m'as trouvée ?» Marguerite marqua une pause, sa main se crispant légèrement sur l'anse de sa tasse. Elle connaissait cette question par cœur, mais elle sentait quelque chose de différent ce soir dans la voix de sa fille adoptive. « Ma chérie, pourquoi cette question aujourd'hui ? S'il te plaît, maman, raconte-moi encore. » Marguerite soupira doucement et posa sa tasse. Ses yeux se voilèrent légèrement, comme chaque fois qu'elle replongeait dans ses souvenirs douloureux. C'était en octobre 2003. Je travaillais encore comme infirmière aux urgences de Saint-Antoine. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, quelqu'un a déposé une petite fille devant l'entrée des urgences pédiatriques. Chloé ferma les yeux. Cette histoire, elle la connaissait par cœur. Mais ce soir, chaque détail prenait une résonance particulière. « Tu étais inconsciente », poursuivit Marguerite d'une voix douce. « Traumatisme crânien sévère, hypothermie légère, tes vêtements étaient sales, déchirés. Tu avais l'air d'avoir vécu quelque chose de terrible. Et la plume, tu l'as serrée si fort dans ta petite main qu'il a fallu t'endormir pour que tu la lâches. Même inconsciente, tu gémissais quand on essayait de te l'enlever, comme si c'était ta bouée de sauvetage. » Marguerite se leva et alla chercher un album photo dans le secrétaire. Elle revint s'asseoir près de Chloé et ouvrit à une page marquée d'un signet « Regarde, c'est toi le lendemain de ton réveil. » La photo montrait une petite fille aux cheveux châtains emmêlés, aux yeux verts immenses et apeurés, tenant fermement une plume dorée contre sa poitrine. Son petit visage était marqué par une ecchymose sur la tempe et cette fine cicatrice au menton. Les médecins ont dit que l'amnésie était due au choc, continua Marguerite. Tu ne te souvenais de rien, ni de ton nom, ni de tes parents, ni de ce qui t'était arrivé. Tu répétais juste un mot en boucle. Papa, papa. Le cœur de Chloé se serra. Ce détail, Marguerite le lui avait déjà raconté, mais ce soir, il résonnait différemment. L'enquête policière. 3 mois d'investigation intense. Ils ont épluché tous les signalements d'enfants disparus, diffusé ta photo dans les médias, interrogé tous les témoins possibles. Rien, comme si tu étais tombé du ciel. Marguerite caressa tendrement la joue de Chloé. Au bout de 6 mois, les services sociaux ont commencé à chercher une famille d'accueil. Moi, je venais te voir tous les jours. Tu ne parlais qu'à moi. Tu ne souriais qu'à moi. Alors j'ai demandé à t'adopter. Et tu as tout quitté pour moi. Je n'ai rien quitté, ma chérie. J'ai tout gagné. Chloé savait que Marguerite avait renoncé à sa carrière d'infirmière, à sa vie d'avant, pour s'occuper d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Et l'arrivée de Chloé avait bouleversé son existence de célibataire organisée. « Dis-moi », poursuivit Marguerite avec cette intuition maternelle qui ne la trompait jamais. « Qu'est-ce qui t'amène à me reparler de ça ce soir ?» Chloé hésita un moment, puis raconta sa rencontre avec l'inconnu du parking, la Ferrari rayée, la colère, puis ce changement radical quand il avait vu la plume. Elle omit volontairement les détails les plus troublants. Cette façon qu'il avait eue de remarquer sa cicatrice, ce prénom Sophie qui l'avait bouleversée. Il a dit que la réparation n'avait pas d'importance, conclut-elle, comme si la plume était plus importante que sa voiture de luxe. Marguerite fronça les sourcils, visiblement inquiète. « Chloé, ma chérie, promets-moi d'être prudente. Si cet homme cherche à te recontacter, pourquoi dis-tu ça ? Parce que... » Marguerite hésita, puis sembla prendre une décision. « Parce qu'il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. » Le sang de Chloé ne fit qu'un tour. « Quoi ? Quelle chose ? » Les premiers mois après ton adoption, j'ai reçu plusieurs coups de téléphone étranges, des gens qui demandaient s'il y avait du nouveau concernant la petite fille trouvée à Saint-Antoine. Jamais de nom, jamais d'explication, et puis un jour, tout s'est arrêté. Tu ne me l'avais jamais dit.
Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu avais déjà vécu assez de traumatismes. Chloé se leva et fit quelques pas dans le salon, l'esprit en ébullition. Tout se mélangeait, les coups de téléphone mystérieux, la réaction de l'homme du parking, cette plume dorée qui semblait avoir un pouvoir si particulier. « Maman, est-ce que tu penses que mes vrais parents, tes vrais parents, c'est nous ?» coupa fermement Marguerite. « Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui s'est passé avant, tu es ma fille. Point final. » Chloé vint s'agenouiller devant sa mère adoptive et prit ses mains dans les siennes. « Je sais, maman, et tu seras toujours ma vraie mère, mais j'ai besoin de comprendre. Cette plume, elle veut dire quelque chose. Cet homme du parking le savait. » Marguerite soupira et caressa les cheveux de Chloé. « Alors sois prudente, ma chérie. Très prudente. Parfois, le passé qu'on cherche à retrouver peut être plus dangereux que l'amnésie qui nous en protège. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Chloé comme un avertissement, mais il était trop tard pour faire marche arrière. La boîte de Pandore venait de s'entr'ouvrir, et elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais l'ignorer. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Chloé contempla longuement la plume dorée à la lueur de sa lampe de chevet. Les motifs de papillons gravés semblaient danser dans la lumière tamisée, et pour la première fois depuis 20 ans, elle eut l'impression qu'ils essayaient de lui dire quelque chose. Dans son demi-sommeil, un rêve étrange l'envahit, une voix d'homme, douce et rassurante, qui murmurait « Dors bien, ma petite papillon dorée. Papa veille sur toi. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, sans comprendre pourquoi ces mots inconnus lui semblaient si familiers. 22 ans plus tôt, octobre 2003, Solène Girard ajusta sa jupe crayon noir et vérifia son reflet dans la glace de l'ascenseur qui l'emmenait au dernier étage de la tour Chastel. À 26 ans, elle était l'incarnation parfaite de l'ambition féminine moderne. Diplômée d'HEC, assistante de direction depuis 3 ans chez Chastel Industries, et secrètement amoureuse de son patron milliardaire depuis le premier jour, Sébastien Chastel était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Pouvoir, fortune, prestance, et depuis la mort de sa femme Claire dans cet accident de voiture 2 ans plus tôt, il était libre, enfin, presque libre. Il restait cet enfant, Sophie, 6 ans, des boucles châtaines et ses yeux verts perçants qu'elle tenait de sa mère, la petite princesse de papa, celle qui monopolisait encore toute l'attention de Sébastien, celle qui l'empêchait de tourner la page et de refaire sa vie. « Solène, vous pouvez venir dans mon bureau. » La voix de Sébastien résonna dans l'interphone. Elle prit une inspiration et poussa la porte du bureau directorial. Sébastien était debout devant les baies vitrées qui dominaient Paris. Sophie, assise à son imposant bureau d'acajou, dessinant consciencieusement avec une magnifique plume dorée qu'il venait de lui offrir pour son 6e anniversaire. « Papa, regarde, j'ai dessiné des papillons !» s'exclama la fillette en brandissant son œuvre. Le visage de Sébastien s'illumina d'un sourire que Solène ne lui avait jamais vu en réunion. « Ils sont magnifiques, ma puce, comme de vrais papillons dorés. C'est pour ça que tu m'as acheté cette plume avec des papillons dessus. » Exactement. Pour que ma petite papillon puisse dessiner ses sœurs, Solène serra les dents. Cette complicité père-fille la révulsait. Comment pourrait-elle jamais prendre la place qui lui revenait, tant que cet enfant serait dans le décor ? « Solène, j'ai besoin que vous reportiez tous mes rendez-vous de demain après-midi, » dit Sébastien sans quitter sa fille des yeux. « Sophie a son spectacle de danse, et j'ai promis d'y être. Bien sûr, monsieur Chastel. » C'est en rentrant chez elle ce soir-là que l'idée germa dans l'esprit de Solène, une idée si terrible qu'elle l'écarta immédiatement. Mais elle revint, lancinante, obsédante. Si Sophie disparaissait, non. C'était monstrueux. Elle ne pouvait pas penser une chose pareille. Mais si Sophie disparaissait, Sébastien aurait besoin de réconfort. Il se tournerait vers elle, sa fidèle assistante qui l'avait toujours soutenue. Et avec le temps, Solène secoua la tête. Elle était fatiguée. Voilà tout. Ses pensées n'étaient que le fruit de l'épuisement. Pourtant, les jours suivants, l'idée continua de la hanter. Elle observait Sébastien avec Sophie, notait chaque geste tendre, chaque regard complice, et la jalousie grandissait en elle comme un poison. Le déclic vint 3 semaines plus tard, quand elle tomba par hasard sur le testament de Sébastien, oublié sur son bureau. Ce qu'elle y lut la glaça d'horreur et d'excitation à la fois. En cas de décès, Sophie Chastel hériterait de l'intégralité de la fortune familiale, plusieurs milliards d'euros. Cette nuit-là, Solène ne dormit pas,
Elle calculait, planifiait, imaginait. Si Sophie n'était plus là, et si elle épousait Sébastien, au matin, sa décision était prise. Les premières recherches sur Internet furent terrifiantes. Comment faire disparaître quelqu'un? Comment s'assurer qu'on ne remonterait jamais jusqu'à elle? Solène découvrit un monde sordide qu'elle n'avait jamais soupçonné, peuplé d'hommes sans scrupules, prêts à tout pour de l'argent. Les contacts se firent par le biais de forums sombres, de messages cryptés. Elle avait peur, mais l'appât du gain était plus fort. Quelques semaines plus tard, elle rencontrait discrètement deux hommes dans un bar miteux de la banlieue nord, Marco Santini et Dimitri Volkov, anciens détenus reconvertis dans les services spéciaux. « Le gosse, faut juste qu'elle disparaisse », avait expliqué Solène d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme. « Pas de traces, pas de corps, comme si elle s'était volatilisée. »« Ça va coûter cher », avait grogné Marco en la détaillant de la tête aux pieds. « Et on fait pas dans la charité. L'argent n'est pas un problème. » Ce qui suivit fut le mois le plus atroce de la vie de Solène. Elle continuait de travailler normalement, souriait à Sébastien, jouait même parfois avec Sophie. Tout en sachant ce qu'elle avait déclenché, plusieurs fois, elle faillit tout annuler. Mais à chaque fois, l'image de cette vie dorée qu'elle s'était construite en rêve la retenait. Le plan était simple. Enlever Sophie à la sortie de l'école, la garder quelques jours le temps que les recherches s'organisent, puis la faire disparaître définitivement. Solène avait même prévu son alibi, une conférence à Londres le jour J, avec des dizaines de témoins. Ce qui devait arriver arriva un mardi de novembre. Sous un ciel gris qui semblait annoncer le drame, Sébastien était en réunion, Solène officiellement en déplacement, à la sortie de l'école Sainte-Marie. Sophie attendait sa nounou habituelle quand Marco et Dimitri l'abordèrent. « Ta papa nous envoie te chercher, petite, il y a eu un problème, Sophie. » Bien élevée mais méfiante, recula. « Non, c'est Marie-France qui doit venir me chercher et papa m'a dit de ne jamais suivre des inconnus. »« Écoute, gamine, » dit Marco en perdant patience. « On n'a pas de temps à perdre. Ton père nous attend. » Il la saisit par le bras, mais Sophie se débattit en criant. Des passants commençaient à regarder. Dimitri panique et assomma la fillette d'un coup sec sur la tempe. Sophie s'effondra, inconsciente. « Putain, Dimitri, t'as fait quoi ?» Elle gueulait trop. Fallait bien la faire taire. Ils la portèrent jusqu'à leur voiture, garée plus loin, et filèrent vers la planque qu'ils avaient préparée dans une banlieue délabrée. Mais durant le trajet, Sophie ne reprenait pas connaissance. Son petit corps était inerte, sa respiration irrégulière. « Merde, elle a l'air mal en point », s'inquiéta Marco. « C'est pas grave, ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Arrivée à la planque, un studio sordide dans une cité délabrée. Sophie était livide. Sa tête pendait mollement. Dimitri la secoua, la gifla doucement. « Rien. Putain, Marco. Je crois qu'elle est. Ferme-la. Elle dort. C'est tout. » Mais au bout de plusieurs heures, il fallut se rendre à l'évidence. Le coup avait été trop violent. La petite Sophie Chastel ne se réveillerait plus jamais. Dans la panique, les deux hommes prirent la pire décision possible. Au lieu d'appeler un médecin ou les secours, ils décidèrent de se débarrasser du corps. Après tout, c'était ce qui était prévu à terme. Ils roulèrent dans la nuit parisienne, cherchant un endroit discret, mais au moment de franchir le point de non-retour, Marco craqua. « Non, Dimitri, c'est qu'une gosse. On peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se pointe chez les flics en disant « Excusez-nous, on a tué accidentellement la fille du milliardaire. On la dépose devant un hôpital. Si elle est juste dans le coma. Et si elle se réveille, elle nous balance direct. Regarde-la, Dimitri. Regarde cette gamine. Tu crois vraiment qu'elle va se souvenir de quelque chose après un choc pareil? » C'est ainsi qu'à 3 heures du matin, Sophie Chastel fut déposée devant les urgences pédiatriques de l'hôpital Saint-Antoine, inconsciente. Hypotherme, serrant encore dans sa petite main la plume dorée que son père lui avait offerte quelques semaines plus tôt, Marco et Dimitri repartirent dans la nuit, convaincus qu'ils venèrent de se débarrasser d'un cadavre. Le lendemain, quand Solène apprit que Sophie avait disparu, elle joua parfaitement son rôle. Choc, inquiétude, soutien inconditionnel à Sébastien, elle consolait celui qu'elle aimait, organisait les recherches, répondait aux policiers. Pendant des mois, elle vécut dans la terreur que Sophie soit retrouvée vivante. Mais les semaines passèrent, puis les mois, puis les années.
Pas de nouvelles. Sébastien sombrait dans une dépression profonde, et c'est elle qui le remettait sur pied, jour après jour, 2 ans après la disparition. Quand Sébastien lui demanda de l'épouser, Solène eut l'impression que son plan avait finalement fonctionné. Sophie était morte, enterrée quelque part dans l'anonymat, et elle devenait Madame Chastel. Pendant 20 ans, elle avait vécu avec ce secret. Pendant 20 ans, elle avait cru que Sophie était vraiment morte. Marco et Dimitri, grassement payés pour leur silence, s'étaient installés dans le sud de la France et n'avaient plus jamais donné signe de vie. Jusqu'à ce matin de novembre, où, en époussetant le bureau de Sébastien, elle était tombée sur un dossier qui ne devait pas s'y trouver, un dossier d'enquête privé avec une photo qui lui avait glacé le sang, une jeune femme de 28 ans aux yeux verts, tenant une plume dorée ornée de papillons. Sophie était vivante, et Sébastien savait. Sébastien Chastel n'avait pas fermé l'œil de la nuit, assis dans son bureau aux premières lueurs de l'aube. Il contemplait les 3 photos étalées devant lui, Sophie à 6 ans le jour de sa disparition, la plume dorée qu'il avait fait fabriquer spécialement pour elle, et cette capture d'écran floue prise par une caméra de surveillance du parking la veille au soir, cette jeune femme, ses yeux verts si particuliers, cette cicatrice au menton qu'il connaissait par cœur, et surtout cette plume qu'elle tenait comme un talisman. Comment était-ce possible, à cette heure précise? Son téléphone sonna. « Monsieur Chastel, Pierre Moreau à l'appareil. Vous m'avez contacté hier soir. » Pierre Moreau était le meilleur détective privé de Paris, spécialisé dans les affaires familiales sensibles. Sébastien l'avait appelé dans la nuit, incapable d'attendre. « Monsieur Moreau, j'ai besoin de vos services pour une enquête. Délicate, pouvez-vous être ici dans 1 heure? Bien sûr, votre adresse. » 1 heure plus tard, Pierre Moreau se tenait dans le bureau directorial, observant les mêmes photos que Sébastien avait étudiées toute la nuit. C'était un homme de 50 ans, au regard perçant et aux manières discrètes, ancien commissaire reconverti dans le privé après une brillante carrière. « Monsieur Chastel, je dois vous dire que votre affaire me rappelle des souvenirs. J'étais encore en poste quand votre fils a disparu. C'était moi qui dirigeais l'enquête. » Sébastien sursauta. « Vous, mais vous ne m'aviez jamais dit. » Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer directement. C'étaient mes adjoints qui faisaient les comptes rendus, mais je me souviens parfaitement de cette affaire. Elle m'a hantée pendant des années. Moreau prit la photo de la jeune femme du parking. Et vous pensez que cette personne pourrait être Sophie? Regardez la plume qu'elle tient. C'est exactement celle que j'avais fait fabriquer pour l'anniversaire de Sophie. Une pièce unique, avec un numéro de série gravé. Il est impossible qu'il en existe 2 identiques. Le détective examina attentivement la photo. La ressemblance physique est troublante, je vous l'accorde. Mais, monsieur Chastel, il faut être prudent. 22 ans, c'est long, et l'espoir peut parfois nous jouer des tours. Alors aidez-moi à en avoir le cœur net. Retrouvez cette jeune femme, discrètement. Je veux savoir qui elle est, d'où elle vient, comment elle a eu cette plume. Moreau hocha la tête. Je vais avoir besoin de tout ce que vous savez sur elle. Comment l'avez-vous rencontrée? Sébastien raconta l'incident du parking, la rayure sur sa Ferrari, et surtout ce moment où son monde avait basculé en voyant cette plume dorée. Elle s'appelle Chloé. Chloé comment? Je l'ignore. Elle travaille comme auxiliaire de parking aux Galeries Montparnasse. C'est tout ce que je sais. C'est un début. Donnez-moi 48 heures, après le départ du détective. Sébastien essaya de reprendre une journée normale, mais comment se concentrer sur les contrats et les réunions quand votre fille, que vous croyiez morte depuis 22 ans, était peut-être vivante quelque part dans Paris? Vers midi, Solène entra dans son bureau avec le courrier. « Sébastien, ça va ?» « Tu as l'air préoccupé. » Il leva les yeux vers cette femme qu'il avait épousée dans sa douleur, qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres. Solène était belle, intelligente, et elle l'aimait sincèrement, mais jamais il n'avait ressenti pour elle ce qu'il avait éprouvé pour Claire, la mère de Sophie. « C'est juste la fatigue, j'ai mal dormi. Tu devrais prendre quelques jours de congé. On pourrait partir à Nice, dans notre maison secondaire. Peut-être plus tard. » Solène s'approcha et posa une main sur son épaule. « Sébastien, tu sais que tu peux tout me dire. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre, pour la première fois depuis des années. » Sébastien eut envie de mentir à sa femme. Il ne pouvait pas lui parler de ses soupçons. Pas encore. Pas avant d'être sûr. Tout va bien, ma chérie. Vraiment. Le lendemain, Pierre Moreau rappela plus tôt que prévu. « Monsieur Chastel,
J'ai du nouveau. Beaucoup de nouveau. Déjà, votre jeune femme s'appelle Chloé Martel. 28 ans. Officiellement née le 15 octobre 2003. Date de naissance attribuée par les services sociaux. Le cœur de Sébastien bondit. Le 15 octobre 2003, c'était exactement une semaine après la disparition de Sophie. Continuez. Elle a été trouvée devant l'hôpital Saint-Antoine le 15 octobre 2003 au petit matin. Traumatisme crânien sévère, amnésie totale, adoptée 6 mois plus tard par Marguerite Martel, infirmière à l'hôpital, aucune trace de sa famille biologique. Mon Dieu, attendez, ce n'est pas tout. J'ai réussi à consulter le dossier médical de l'époque. La fillette présentait une cicatrice ancienne au menton, probablement due à une chute dans la petite enfance. Sébastien ferma les yeux. Sophie s'était fait cette cicatrice à 3 ans en tombant de sa trottinette dans le jardin. Monsieur Moreau, j'ai besoin d'une preuve ADN. C'est exactement ce à quoi je pensais. Mais il faut être discret. Cette jeune femme ne doit pas savoir qu'elle est surveillée. Comment procède-t-on? Laissez-moi m'en occuper. Dans quelques jours, nous saurons. L'attente fut un calvaire. Sébastien oscillait entre un espoir fou et la terreur de se tromper. Il observait Solène à la dérobée, se demandant comment elle réagirait si Sophie était vraiment vivante. Sa femme avait construit sa vie sur les cendres de sa première famille. Comment accueillerait-elle le retour de celle qui pourrait tout changer? 3 jours plus tard, Moreau avait obtenu ce qu'il cherchait. Un cheveu sur sa veste quand elle l'a accroché au café où elle déjeune régulièrement. Le patron me connaît, il m'a aidé discrètement. Et le labo aura les résultats demain. Mais monsieur Chastel, j'ai aussi autre chose. J'ai creusé l'enquête de 2003. Il y a des éléments qui ne collent pas. Comment ça? L'enlèvement de Sophie était trop bien préparé. Quelqu'un connaissait ses habitudes, savait exactement où et quand la trouver. Ce n'était pas un kidnapping opportuniste. Vous pensez que... Je pense qu'il y avait un complice. Quelqu'un de proche qui a fourni les informations. Cette révélation glaça Sébastien. Un complice, dans son entourage. Le lendemain matin, Moreau l'appela avec la nouvelle qu'il attendait et redoutait à la fois. « Monsieur Chastel, l'ADN correspond à 99,97%. Cette jeune femme est bien votre fille. » Sébastien s'effondra dans son fauteuil. Sophie était vivante, sa petite fille était vivante. « Mais ce n'est pas tout, » continua Moreau. « J'ai également des nouvelles concernant le complice. J'ai retrouvé traces d'appels téléphoniques suspects dans les semaines précédant l'enlèvement, des appels partant du siège de votre entreprise. » « De mon entreprise, oui. Et monsieur Chastel, ces appels ont été passés depuis le poste de votre assistante de l'époque. » Le sang de Sébastien se glaça. « Vous voulez dire, Solène Girard, votre femme actuelle ?» Le monde de Sébastien s'écroula. Non seulement Sophie était vivante, mais celle qu'il avait épousée, celle en qui il avait eu confiance pendant 20 ans, était responsable de sa disparition. « Monsieur Chastel, vous êtes toujours là. »« Oui, je suis là, Moreau. Il faut absolument que ma femme ne sache rien de tout ça. Rien du tout. Si elle apprend que Sophie est vivante, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Sébastien regarda par la fenêtre de son bureau. Vers cette ville où sa fille vivait depuis 22 ans, sans savoir qui elle était vraiment. Je veux la rencontrer, mais en douceur, elle ne doit pas être traumatisée davantage. Et surtout, Solène ne doit rien savoir. Absolument rien. D'accord ? Comment voulez-vous procéder? Donnez-moi son adresse. Ses habitudes. Je vais essayer de m'approcher d'elle naturellement. Après avoir raccroché, Sébastien resta longtemps immobile. Dans quelques heures, il allait revoir sa fille. Mais il devait aussi composer avec le fait que la femme qui partageait sa vie depuis 20 ans était celle qui la lui avait volée. La vérité était enfin en marche, mais elle risquait de détruire tout ce qu'il avait construit sur les mensonges du passé. Chloé poussa la porte de la petite pharmacie de la rue de Belleville. La prescription de Marguerite serrée dans sa main. Les nouveaux médicaments pour le cœur coûtaient une fortune. Mais la santé de sa mère adoptive passait avant tout. Elle avait économisé sou par sou pour pouvoir les acheter sans emprunter. « Bonjour, mademoiselle Martel », la salua madame Chen, la pharmacienne qui la connaissait depuis des années. « Comment va madame Marguerite ?» Elle se fatigue vite, mais elle garde le moral. Ces nouveaux médicaments devraient l'aider. En sortant de la pharmacie, Chloé remarqua immédiatement la voiture garée en face de son immeuble. Une BMW noire aux vitres teintées, qui détonnait dans le quartier populaire.
Ce n'était pas la première fois qu'elle la voyait, depuis 3 jours. Cette voiture semblait la suivre. Au marché, à son travail, maintenant devant chez elle, une paranoïa post-traumatique. Peut-être, depuis sa rencontre avec l'homme à la Ferrari, Chloé se sentait observée. Cette façon qu'il avait eue de la regarder, comme s'il la connaissait, cela l'obsédait. En montant les escaliers, elle croisa Madame Nguyen, sa voisine du 3e. « Chloé, il y a eu quelqu'un qui demandait après toi ce matin ?» Son sang se glaça. « Quelqu'un, qui ça ? Un monsieur bien habillé, il disait qu'il voulait te proposer du travail. Je lui ai dit que tu étais aux galeries. Il a dit son nom. Non, mais il avait l'air, comment dire, important, avec une belle voiture. » Chloé remercia sa voisine et continua sa montée. L'inquiétude au ventre. Une belle voiture, comme une Ferrari rouge. Dans l'appartement, Marguerite l'attendait avec du thé, et cette expression soucieuse qu'elle prenait quand quelque chose la tracassait. « Ma chérie, j'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. » Quel genre d'appel ? Quelqu'un qui proposait de payer tous mes frais médicaux, anonymement. Quand j'ai demandé pourquoi, la personne a raccroché. Chloé s'assit lourdement sur le canapé. Tout se bousculait dans sa tête. La voiture qui la suivait, l'homme qui demandait après elle, cet appel mystérieux. « Maman, tu te souviens de ce que tu m'as dit l'autre soir sur le fait que le passé pouvait être dangereux ? Oui, ma chérie. Je crois qu'il me rattrape. » Le lendemain, au travail, Chloé était sur les nerfs. Chaque voiture qui descendait dans le parking pouvait être celle de l'homme à la Ferrari. Elle sursautait au moindre bruit, scrutait chaque visage. C'est vers midi qu'elle le vit. Il était assis à la terrasse du café en face des galeries, semblant lire tranquillement le Figaro, mais Chloé sentait son regard posé sur elle à travers les baies vitrées du parking. Le même homme, celui qui avait bouleversé sa vie quelques jours plus tôt. Elle finit son service dans un état de stress maximum et sortit par l'issue de secours, espérant l'éviter. Mais en débouchant dans la rue adjacente, elle le trouva là, l'attendant près d'un lampadaire, les mains dans les poches de son manteau. « Mademoiselle, Chloé », sa voix était différente de l'autre jour. Plus douce, presque hésitante, mais Chloé recula instinctivement. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi vous me suivez ? Je ne vous suis pas, enfin, pas exactement. » Il sembla chercher ses mots. « Je voulais m'excuser pour l'autre jour. Mon comportement était inexcusable. C'est tout. Vous me traquez depuis des jours juste pour vous excuser. » Sébastien, car elle avait fini par apprendre son nom en questionnant discrètement ses collègues. La regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Comme s'il essayait de mémoriser chacun de ses traits. « Non, ce n'est pas tout. J'aimerais vous proposer autre chose. »« Quoi ? » ?»« Un travail, un vrai travail, bien payé dans mon entreprise. » Chloé éclata d'un rire nerveux. « Vous vous moquez de moi. Vous me humiliez devant tout le monde. Et maintenant vous m'offrez du travail. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ? » La question était directe. Et Sébastien ne s'y attendait pas. Il avait répété cette approche 100 fois dans sa tête. Mais face à elle, face à ses yeux verts si familiers, tous ses plans s'effondraient. Cette plume que vous portez, elle m'a rappelé quelqu'un de très cher que j'ai perdu. J'ai peut-être voulu me racheter en vous aidant. Quelqu'un que vous avez perdu. Ma fille. Elle aurait votre âge aujourd'hui. Chloé vit la douleur qui traversa son visage, et sa méfiance diminua légèrement. Cette souffrance semblait authentique. « Je suis désolée pour votre perte. Mais je ne peux pas accepter votre aide. Ce ne serait pas honnête. Pourquoi ? Parce que vous ne me connaissez pas, parce que je ne suis personne d'important, et parce que... » Elle hésita. « Parce que j'ai l'impression que vous cherchez à me faire porter le visage de quelqu'un d'autre. » Cette perspicacité surprit Sébastien. Sa fille avait toujours été intelligente. Même petite, cette acuité. Elle l'avait gardée. « Vous vous trompez, je veux juste... » Monsieur Chastel. Elle avait prononcé son nom, ce qui le fit sursauter. « Oui, j'ai fini par apprendre qui vous êtes. Un homme important, puissant, riche. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'un homme comme vous peut bien vouloir à une fille comme moi ?» La question était si directe que Sébastien faillit tout avouer, lui dire la vérité, là, dans cette rue anonyme, lui expliquer qui elle était vraiment, qui il était. Mais les mises en garde de Moreau résonnaient dans sa tête. Doucement, sans la traumatiser. Et surtout, Solène ne devait rien savoir.
Acceptez au moins de prendre un café avec moi, laissez-moi vous expliquer. Non. La réponse était ferme. Monsieur Chastel, je vous demande de me laisser tranquille. Ma vie est compliquée en ce moment. Ma mère est malade, et je n'ai pas besoin d'un bienfaiteur mystérieux qui bouleverse tout. Elle commença à s'éloigner, mais se retourna. Et arrêtez de me faire suivre. Cette BMW noire, elle me fait peur. Sébastien fronça les sourcils. Quelle BMW noire? Moreau lui avait assuré qu'il ne la surveillait plus depuis qu'ils avaient confirmé son identité. Je ne comprends pas. Quelle voiture? Mais Chloé était déjà partie, se faufilant dans la foule du métro Montparnasse. Le soir même, dans son bureau, Sébastien appelait Moreau. « Vous avez mis quelqu'un d'autre sur l'affaire. »« Non, pourquoi ? Elle dit qu'une BMW noire la suit depuis plusieurs jours. » Il y eut un silence inquiétant à l'autre bout du fil. « Monsieur Chastel, si ce n'est pas moi et ce n'est pas vous, qui d'autre sait que votre fille est vivante ?» La réponse s'imposa à Sébastien comme une évidence terrifiante. « Personne ne... » Attendez, il repensa aux derniers jours. Ses coups de téléphone discrets, ses absences répétées, son comportement étrange. Solène était intelligente, très intelligente. Moreau, il faut absolument protéger Chloé. Si Solène a découvert, j'envoie quelqu'un immédiatement. Mais quand l'homme de Moreau arriva devant l'immeuble de Belleville, il était trop tard. L'appartement était vide. Marguerite et Chloé avaient disparu sur la table de la cuisine. Un mot griffonné à la hâte. Maman ne se sentait pas bien. Partie aux urgences, Chloé. Sébastien comprit que le piège se refermait. Quelque part dans Paris, sa fille était en danger, et il ne savait même pas où la chercher. Dans son salon cossu du 16e arrondissement, Solène raccrocha son téléphone et sourit. Marco et Dimitri avaient bien travaillé. Après 22 ans, ils allaient enfin terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette fois, il n'y aurait pas d'hôpital pour sauver Sophie Chastel. Solène Chastel referma doucement la porte du bureau de son mari et s'y adossa. Le cœur battant à tout rompre, ce qu'elle venait de découvrir dépassait ses pires cauchemars, étalés sur le bureau de Sébastien. Elle avait vu les photos, Sophie enfant, la plume dorée, et surtout cette capture d'écran d'une jeune femme aux yeux verts familiers. Ses jambes la portèrent difficilement jusqu'au fauteuil en cuir où elle s'effondra. 22 ans qu'elle croyait Sophie morte, enterrée dans l'anonymat d'une morgue ou d'un cimetière de banlieue. 22 ans qu'elle avait construit sa vie sur ce mensonge. Épouser Sébastien, jouer le rôle de la veuve éplorée consolant un père brisé. Et cette garce était vivante. Pire, Sébastien savait, le dossier du détective privé était formel. Pierre Moreau, elle se souvenait de ce nom. C'était lui qui avait dirigé l'enquête à l'époque. Il avait retrouvé Sophie, les analyses ADN étaient de là, noir sur blanc, 97% de correspondance. Solène se leva d'un bond et se dirigea vers le bar. Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa la moitié du whisky en se servant. L'alcool lui brûla la gorge, mais l'aida à réfléchir. Depuis quand Sébastien savait-il? Quelques jours, d'après les dates sur les documents, ce qui expliquait son comportement étrange ces derniers temps, les coups de téléphone mystérieux, ses absences, cette façon qu'il avait de l'observer à la dérobée comme s'il la voyait pour la première fois. Est-ce qu'il savait aussi pour elle? Pour son rôle dans l'enlèvement? Non. Impossible. S'il savait, il l'aurait déjà confronté. Ou pire, livré à la police. Sébastien était beaucoup de choses. Mais il n'était pas un menteur. S'il connaissait la vérité sur son implication, il ne pourrait pas continuer à vivre avec elle, à partager son lit, à faire semblant d'être un mari aimant, donc il ne savait pas encore. Mais combien de temps avant qu'il découvre, combien de temps avant que cette fille, Chloé, d'après le dossier, retrouve la mémoire et se souvienne de Marco et Dimitri? Combien de temps avant que tout s'écroule? Solène retourna au bureau et photographia discrètement tous les documents avec son téléphone. L'adresse de Chloé, ses habitudes, les photos, tout ce dont elle aurait besoin. En relisant le rapport, un détail la frappa. La fille ne se souvenait de rien. L'amnésie était totale, permanente. 22 ans après, elle n'avait toujours aucun souvenir de son enlèvement. Un espoir fou naquit dans l'esprit de Solène. Et si elle réglait le problème avant que Sébastien ait le temps de se rapprocher de sa fille? Et si Sophie disparaissait définitivement, cette fois, Sébastien replongerait dans le deuil, et elle serait là pour le consoler,
comme elle l'avait fait pendant 20 ans. Mais pour ça, elle avait besoin d'aide, et elle savait exactement où la trouver, le soir même, dans sa chambre d'hôtel de Cannes, où elle était censée être en déplacement professionnel. Solène sortit un vieux téléphone portable qu'elle gardait dans son coffre-fort personnel, un téléphone que Sébastien ne connaissait pas, acheté sous une fausse identité des années plus tôt. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années, mais qu'elle connaissait par cœur. « Allô ?» La voix était plus râpeuse qu'autrefois. Marquée par l'âge et probablement l'alcool, « Marco, c'est moi. » Un silence, puis un rire gras. « Putain Solène, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux qu'on se retrouve pour les 20 ans de notre petite affaire? » Justement, Marco, il y a un problème avec notre petite affaire. Le ton changea immédiatement. Quel genre de problème? La gosse. Elle n'est pas morte. Cette fois, le silence fut plus long, très long. Qu'est-ce que tu racontes? On l'a vue, elle était froide comme un poisson quand on l'a déposée. Elle était dans le coma, imbécile. Elle a survécu. Et maintenant, elle est adulte et mon mari l'a retrouvée. Merde. Merde, merde, merde. Mais elle se souvient de rien, non. Le toubib avait dit, pour l'instant, mais qu'est-ce qui va se passer quand son père va commencer à lui raconter sa vraie histoire, quand les souvenirs vont peut-être revenir? Marco réfléchit. Solène l'entendait respirer bruyamment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce qu'on aurait dû faire il y a 22 ans, terminer le travail. T'es malade? On n'est plus des gamins, Solène. Dimitri et moi, on a 50 balais passés. Et puis, tuer une gamine de 6 ans, c'est une chose, mais une femme adulte... Marco? La voix de Solène se fit glaciale. Tu te souviens des photos que j'ai de vous deux cette nuit-là? Celles que j'ai gardées comme assurance. Elles existent toujours. Et maintenant qu'on sait que la fille est vivante, ces photos deviennent des preuves d'enlèvement et de tentatives de meurtre sur mineurs. Le chantage était explicite. Marco poussa un juron. Combien? 1 million, comme la première fois. Et après, on n'entend plus jamais parler de toi. Après, on n'entend plus jamais parler de personne. Marco raccrocha sans dire au revoir. Mais Solène savait qu'il rappellerait. L'appât du gain et la peur des conséquences l'emporterait là toujours chez des hommes comme lui. Effectivement, 1 heure plus tard, son téléphone sonna. D'accord, mais on fait ça proprement cette fois. Pas de conneries. Évidemment, je t'envoie toutes les informations par SMS, adresse, habitude, photo et Marco. Quoi? Cette fois, assure-toi qu'elle soit vraiment morte avant de partir. Le lendemain matin. De retour à Paris, Solène joua parfaitement son rôle d'épouse aimante. Elle prépara le petit déjeuner de Sébastien, lui demanda comment s'était passée sa soirée, s'inquiéta de le voir fatigué. « Tu as l'air préoccupé ces derniers temps, mon chéri. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Sébastien leva les yeux de son journal. Cet homme qu'elle avait épousé, qu'elle avait aimé sincèrement malgré tout, la regardait maintenant avec une distance qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Non, juste des problèmes au bureau, rien de grave. Menteur, pensa-t-elle. Mais elle sourit et lui caressa la joue. Tu sais que tu peux tout me dire, pour la première fois depuis des années. Sébastien eut un mouvement de recul. Bien sûr, ma chérie. Quand il partit au bureau, Solène attendit 1 heure puis quitta elle aussi l'appartement. Elle avait un emploi du temps serré, retrouver Marco et Dimitri, leur donner les dernières informations et s'assurer que cette fois, rien ne pourrait mal tourner. Le rendez-vous avait lieu dans un café miteux de Barbès, loin de ses quartiers habituels. Les 2 hommes avaient de mal vieilli. Marco était devenu obèse, le crâne dégarni, les traits burinés par l'alcool. Dimitri, toujours aussi maigre, portait les stigmates de ce qui ressemblait à plusieurs séjours en prison. « Alors, la bourgeoise !» ricana Marco en la voyant arriver. « Toujours dans les beaux quartiers. Épargne-moi tes commentaires et concentre-toi sur le travail. » Elle leur montra les photos de Chloé sur son téléphone, leur expliqua ses horaires, ses habitudes. Elle vit avec sa mère adoptive dans un immeuble de Belleville. Pas de système de sécurité et pas de gardien. Elle rentre tous les soirs vers 18h. « Et comment on s'y prend ?» demanda Dimitri de sa voix de fumeur. « Accident, agression qui tourne mal, vol avec violence, quelque chose de crédible. Et la vieille ?» Solène hésita une seconde. Marguerite Martel n'avait rien fait d'autre qu'aimer et élever la fille qui n'était pas la sienne. Mais elle représentait un témoin gênant. S'il faut, mais la priorité, c'est la fille. Marco et Dimitri échangèrent un regard,
22 ans plus tôt, ils étaient des petits délinquants sans envergure. Aujourd'hui, ils avaient l'expérience de vrais criminels. Quand ? Demanda Marco. Le plus vite possible, mon mari se rapproche d'elle. Chaque jour qui passe augmente les risques. D'accord, mais cette fois, tu paies avant. Solène sortit une enveloppe de son sac, 100 000 € en liquide, le reste viendrait après. Et Solène, ajouta Marco en empochant l'enveloppe, si on se fait prendre, vous ne me connaissez pas. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Elle se leva pour partir, mais Dimitri la rattrapa par le bras. Une dernière chose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tu prends ce risque après 22 ans ? Solène le regarda droit dans les yeux. Parce que j'ai passé 22 ans à être heureuse. Et je ne laisserai personne me voler ce bonheur. Personne. En sortant du café, Solène avait l'impression d'avoir franchi une ligne invisible. Il y a 22 ans, elle était une jeune femme ambitieuse, qui avait fait un choix terrible par amour et par cupidité. Aujourd'hui, elle était devenue quelque chose de bien plus sombre. Une femme prête à tout pour préserver sa vie de mensonges. Dans quelques heures, Marco et Dimitri passeraient à l'action. Et cette fois, il n'y aurait pas d'hôpital pour sauver Sophie Chastel. Marco Santini écrasa sa cigarette dans le cendrier débordant de son studio crasseux de Montreuil. Par la fenêtre sale, il observait la circulation du périphérique en réfléchissant à la proposition de Solène. 1 million d'euros. De quoi partir définitivement. Peut-être en Espagne, loin de cette vie de merde. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Dimitri, affalé sur le canapé défoncé. Une bière à la main, à 52 ans, Marco avait l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Celle d'avant la prison, celle pendant et celle d'après, 22 ans plus tôt. Ils étaient deux petits voyous sans envergure qui avaient accepté un contrat qui les dépassait. Aujourd'hui, ils étaient des criminels endurcis que plusieurs séjours en détention avaient aguerris. « On va le faire », répondit-il enfin. « Mais cette fois, on fait ça bien, pas de conneries comme la dernière fois ?» Dimitri ricana amèrement. « La dernière fois, on était des amateurs. Regardez-nous maintenant. » Il avait raison. Entre 2003 et aujourd'hui, ils avaient appris à tuer proprement, à faire disparaître des preuves, à ne laisser aucune trace. La prison leur avait donné de nouveaux contacts, de nouvelles compétences, et surtout une certaine réputation dans le milieu. « Tu te souviens de la gosse ?» demanda Dimitri en regardant la photo de Chloé sur son téléphone. Marco hocha la tête. Comment oublier cette petite fille aux yeux verts qui les regardait avec terreur quand il l'avait enlevée? Le bruit sourd quand Dimitri l'avait frappée, son petit corps inerte dans leurs bras. « Elle nous a hantés pendant des années, » murmura Marco. « Toutes ces nuits où je la voyais en rêve. Ouais, ben maintenant, on va pouvoir dormir tranquille, en finir une bonne fois pour toutes. » Mais au fond de lui, Marco n'en était pas si sûr. Certains fantômes vous poursuivent jusqu'à la mort. Ils passèrent les 2 jours suivants à observer Chloé. Ses habitudes étaient régulières. Départ de chez elle à 8 heures, métro ligne 11 jusqu'à Châtelet, puis ligne 4 jusqu'à Montparnasse, travail aux galeries jusqu'à 18 heures, puis retour par le même trajet, arrêt occasionnel à la pharmacie ou au marché de Belleville. Elle vit comme une petite bourgeoise, observa Dimitri. Métro boulot dodo, sans histoire. Tant mieux pour nous, moins de surprises. L'immeuble de Belleville était parfait pour leur plan. Pas de digicode moderne, pas de caméra de surveillance, juste une vieille serrure et des boîtes aux lettres défoncées. L'escalier grinçait, mais il n'y avait jamais personne dans les couloirs après 19 heures. Appartement 4B, nota Marco. On monte, on frappe, elle ouvre, et c'est fini. Et la vieille, on verra, Si elle nous voit, on n'aura pas le choix. Le mercredi soir, ils étaient prêts. Marco avait volé une moto dans la journée. Dimitri s'était procuré un flingue propre auprès d'un contact de Fresnes. Plus de coups sur la tête qui rate, plus d'improvisation. Cette fois, ce serait rapide et définitif. Ils se garèrent dans une rue adjacente et montèrent à pied vers l'immeuble. Il était 18h30. D'après leurs observations, Chloé ne devrait plus tarder. Mais quand ils arrivèrent devant le bâtiment, ils virent quelque chose d'inattendu. Une ambulance garée devant l'entrée, gyrophares allumés. « Merde !» siffla Dimitri. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils restèrent en retrait et observèrent. 2 ambulanciers sortirent de l'immeuble avec une civière. Une femme âgée y était allongée, un masque à oxygène sur le visage. Derrière eux,
Une jeune femme aux cheveux châtains tenait la main de la malade. « Chloé, c'est la vieille qui fait un malaise », comprit Marco. Ils partent à l'hôpital. L'ambulance démarra en trombe, direction l'hôpital Saint-Louis. Marco et Dimitri échangèrent un regard. On les suit? Non, trop risqué. On attend qu'elle revienne. Mais les heures passèrent sans que Chloé rentre chez elle. À minuit, Marco décida de reporter l'opération. Demain, on recommence demain. Le lendemain, même scénario, Chloé partit tôt le matin. Mais au lieu d'aller travailler, elle se rendit directement à l'hôpital. Elle y passa toute la journée. « Sa mère doit être dans un sale état », observa Dimitri en la voyant ressortir vers 20h. Les yeux rouges et l'air épuisé, cette fois, ils la suivirent discrètement jusqu'à chez elle. Mais quand elle entra dans l'immeuble, ils remarquèrent qu'elle n'était pas seule. Un homme la suivait, gardant ses distances, mais visiblement là pour la protéger. « C'est qui ce type ?» chuchota Dimitri. Marco plissa les yeux. L'homme était grand, bien habillé, et il avait cette façon de se tenir qui trahissait un professionnel de la sécurité. Un garde du corps, quelqu'un nous a grillés. Ils restèrent planqués jusqu'à 3h du matin. L'homme ne bougea pas de son poste devant l'immeuble. « On fait quoi ?» demanda Dimitri. « On réfléchit. Il y a quelque chose qui cloche. » De retour dans le studio de Marco, ils essayèrent de comprendre qui avait pu mettre une protection sur Chloé, et surtout, qui savait qu'il s'apprêtait à passer à l'action. « Tu crois que Solène nous a balancés ?» s'inquiéta Dimitri. « Non, elle a autant à perdre que nous. » Plus, même. Marco se servit un verre et réfléchit. Il y avait forcément une explication logique. « Attends, et si c'était pas nous qu'on avait grillé, et si c'était elle? Comment ça? Solène nous a dit que son mari avait retrouvé la fille. Qu'est-ce qui dit qu'il sait pas aussi pour sa femme ?» L'hypothèse était terrifiante. Si Sébastien Chastel savait que sa femme était impliquée dans l'enlèvement de sa fille, alors Solène était en danger autant qu'eux. Il faut qu'on la contacte, décida Marco. Mais quand ils essayèrent de joindre Solène, son téléphone était éteint. Ils attendirent, recommencèrent plusieurs fois. « Rien, elle nous a peut-être jetés », suggéra Dimitri. « Ou alors elle est dans la merde aussi. » Le vendredi matin, la vérité leur apparut quand ils virent les informations, un fait divers qui n'occupait que quelques lignes dans le journal. Accident mortel sur l'autoroute A6, une femme de 48 ans. Solène Chastel, épouse du PDG de Chastel Industries, a perdu la vie dans une collision frontale près de Nemours. Les circonstances de l'accident restent à éclaircir. Marco lâcha son journal. Dimitri blêmit. « Putain, tu crois que... » « Je crois qu'on est dans la merde jusqu'au cou. » L'accident pouvait être réel. Mais il pouvait aussi être autre chose. Et si Sébastien Chastel avait découvert le rôle de sa femme, s'il l'avait éliminé, alors il savait forcément pour eux aussi, on se tire, décida Marco. Tout de suite, on prend nos affaires et on disparaît. Et l'argent? Oublie l'argent, tu préfères finir comme Solène. Ils passèrent la journée à effacer leurs traces, à brûler les documents compromettants, à vider leurs planques. Mais quand ils voulurent prendre la route le soir, ils découvrirent que leur voiture avait été sabotée. « On nous surveille », comprit Marco. Depuis le début. Cette nuit-là, terrés dans le studio, ils prirent la décision qui allait sceller leur sort. Au lieu de fuir, ils décidèrent de jouer leur va-tout. Une dernière carte, la plus dangereuse. « On enlève la fille », déclara Marco. « Pas pour la tuer, pour négocier. » Négocier quoi? Notre liberté. On prend Chloé en otage, on appelle papa milliardaire, et on lui propose un marché. Sa fille contre notre tranquillité. Il nous laisse partir. On lui rend sa gosse, et tout le monde est content. Et s'il refuse? Marco eut un sourire sans joie. Alors on fait ce pourquoi Solène nous avait payé au départ. Le plan était désespéré, mais c'était leur seule chance. Ils connaissaient maintenant les habitudes de Chloé, les failles de sécurité de son immeuble, et ils avaient l'avantage de la surprise. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans son bureau de la tour Chastel, Sébastien et le détective Moreau surveillaient chacun de leurs mouvements depuis des jours et qu'ils s'apprêtaient à leur tendre le piège de leur vie. 22 ans après leur premier crime, Marco et Dimitri allaient enfin payer pour ce qu'ils avaient de fait à une petite fille de 6 ans. L'hôpital Saint-Louis baignait dans cette lumière blafarde si particulière aux établissements médicaux. Chloé n'avait pas quitté le chevet de Marguerite depuis 3 jours. Les médecins parlaient mot d'insuffisance cardiaque, de traitement à ajuster, mais elle voyait bien dans leurs yeux cette compassion professionnelle qui en disait long sur l'état réel de sa mère adoptive.
Ma chérie, murmura Marguerite d'une voix faible, tu devrais rentrer te reposer. Je ne te laisse pas. Maman, pas maintenant. Marguerite serra faiblement la main de Chloé. Même diminuée par la maladie, elle gardait cette intuition maternelle qui ne la trompait jamais. Il s'est passé autre chose, n'est-ce pas? Tu as cette expression que tu avais petite quand tu avais peur. Chloé hésita. Comment expliquer à une femme malade qu'elle se sentait suivie depuis des jours, que l'homme à la Ferrari continuait de rôder autour d'elle, qu'elle avait l'impression d'être au centre d'un mystère qu'elle ne comprenait pas? C'est juste, cet homme dont je t'ai parlé, Monsieur Chastel, il continue de m'approcher et il y a cette voiture qui me suit. Ma chérie, promets-moi d'être prudente. Si tu sens le moindre danger, je sais, maman, je sais. Un médecin entra dans la chambre, interrompant leur conversation. Après examen, il demanda à parler à Chloé en privé dans le couloir. Mademoiselle Martel, l'état de votre mère s'est stabilisé, mais elle va avoir besoin de repos complet pendant plusieurs semaines. Nous allons la garder encore quelques jours, puis elle pourra rentrer chez elle avec un traitement adapté. Elle va s'en sortir. Avec du repos et les bons médicaments, oui, mais il faut qu'elle évite tout stress. En retournant dans la chambre, Chloé fut surprise de voir un homme en costume sombre qui discutait discrètement avec une infirmière près de la porte. Quand il la vit arriver, il s'éloigna rapidement. « Maman, tu as vu cet homme? » « Quel homme ?» Chloé regarda par la fenêtre de la chambre. L'homme traversait la cour de l'hôpital d'un pas pressé. Quelque chose dans sa démarche lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Le soir venu, Chloé se résigna enfin à rentrer chez elle. L'appartement vide de Belleville lui parut glacial, sans la présence rassurante de Marguerite. Elle prépara un thé qu'elle ne but pas et s'installa devant la télévision sans vraiment regarder. C'est en zappant qu'elle tomba sur un flash d'information qui la figea. Accident mortel sur l'autoroute A6, Solène Chastel, 48 ans, épouse du PDG de Chastel Industries, a trouvé la mort dans une collision frontale. Les forces de l'ordre enquêtent sur les circonstances de cet accident. Chastel, ce nom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. L'épouse de l'homme à la Ferrari était morte. Cette coïncidence était-elle vraiment un hasard? Son téléphone sonna, la faisant sursauter. Allô? Mademoiselle Martel? Pierre Moreau? Je suis détective privé. Il faut absolument que je vous parle. Comment avez-vous eu mon numéro? C'est compliqué à expliquer. Mais vous êtes en danger, il faut qu'on se voie. Maintenant? En danger? Qu'est-ce que... Pas au téléphone. Retrouvez-moi au café Le Progrès, rue de Belleville, dans 1 heure. Et surtout, ne restez pas seul chez vous cette nuit. Il raccrocha avant qu'elle puisse protester. Chloé resta immobile, le combiné à la main. Son instinct lui criait de fuir. Mais fuir où? Et surtout, fuir quoi? Elle enfila son manteau et sortit de l'immeuble. Dans la rue, elle eut l'impression d'être observée de toutes parts. Chaque ombre pouvait cacher une menace. Chaque passant pouvait être celui qui la suivait depuis des jours. Le café Le Progrès était un établissement typique de Belleville. Avec ses banquettes en moleskine rouge et son comptoir en zinc patiné, Pierre Moreau l'attendait au fond de la salle, une tasse de café refroidie devant lui. « Mademoiselle Martel, asseyez-vous, s'il vous plaît. » C'était un homme d'une 50aine d'années, au regard intelligent et aux manières rassurantes. Mais Chloé restait méfiante. « Qui êtes-vous exactement? Et comment connaissez-vous mon nom? Je travaille pour Sébastien Chastel, votre patron de l'autre jour. Ce n'est pas mon patron. Non, mais il pourrait être quelque chose d'autre pour vous, quelque chose de bien plus important. » Moreau sortit une photo de sa poche et la posa sur la table. Chloé reconnut immédiatement la plume dorée qu'elle portait toujours sur elle. « Où avez-vous pris cette photo? Monsieur Chastel me l'a donnée. Cette plume, Chloé. Je peux vous appeler Chloé. Cette plume appartenait à sa fille, Sophie, disparue il y a 22 ans. » Le cœur de Chloé s'emballa. « Qu'est-ce que vous insinuez? » »« Je n'insinue rien. Je vous dis la vérité. Cette plume était unique. Fabriquée sur commande avec un numéro de série. Il ne peut pas y en avoir 2 identiques. » Chloé porta instinctivement la main à sa poche où se trouvait la plume. « C'est impossible, cette plume. C'est tout ce qui me reste de mon enfance. On me l'a trouvée avec quand j'étais petite. » « Justement, quand exactement? » Le 15 octobre 2003, mais je ne vois pas le rapport. Sophie Chastel a disparu le 8 octobre 2003, enlevée à la sortie de son école. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Chloé sentait le sol se dérober sous ses pieds. Vous pensez que je suis? Nous ne pensons pas, Chloé. Nous savons. L'analyse ADN l'a confirmé. Vous êtes Sophie Chastel. Vous êtes la fille de Sébastien. La réaction de Chloé fut immédiate et violente. Elle se leva d'un bond, renversant sa chaise. C'est ridicule. Vous êtes fou, ma mère. C'est Marguerite. Elle m'a élevée, elle-même. Personne ne dit le contraire. Marguerite Martel vous a sauvé la vie et vous a donné tout l'amour qu'une mère peut donner. Mais biologiquement, vous êtes la fille de Sébastien Chastel. Prouvez-le. Moreau sortit d'autres documents de sa mallette. Rapports médicaux, analyse ADN, photos de Sophie enfant, tout concordait, les yeux verts, la cicatrice au menton, la date de l'accident qui correspondait exactement à celle de l'enlèvement. « Mon Dieu !» murmura Chloé en s'effondrant sur sa chaise. « Chloé, il faut que vous sachiez autre chose. Nous pensons que l'épouse de votre père, de Sébastien, était impliquée dans votre enlèvement. » Quoi? Solène Chastel, celle qui est morte aujourd'hui dans cet accident, nous avons des preuves qu'elle a organisé votre kidnapping il y a 22 ans. Mais pourquoi? Pour l'argent, pour épouser votre père et hériter de sa fortune. Chloé avait l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Tout se bousculait dans sa tête. Cette plume qu'elle chérissait depuis toujours, ces yeux verts qu'on lui disait si particuliers, cette impression de déjà-vu qu'elle avait eue en voyant Sébastien Chastel. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il faut qu'on vous protège, parce que les hommes qui vous ont enlevé autrefois sont toujours vivants. Et ils savent que vous l'êtes aussi. Comme pour confirmer ces paroles, la vitre du café explosa. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens tandis qu'une voiture fonçait droit vers la terrasse. « À terre !» hurla Moreau en plaquant Chloé au sol. Deux hommes sortirent du véhicule. L'un grand et gros, l'autre plus petit et maigre. Ils avaient des armes à la main. Et cette détermination froide des professionnels. « Marco, Dimitri !» cria Moreau dans son talkie-walkie. « Ils sont là !» Les clients du café hurlaient et se jetaient sous les tables. Chloé, paralysée par la terreur, regardait ces deux hommes qui semblaient sortir d'un cauchemar d'enfance qu'elle ne se souvenait pas avoir vécu. « Sophie Chastel !» cria le gros homme en pointant son arme vers elle. « Cette fois, on finira le travail. » Et soudain, dans un flash aveuglant, Chloé revit tout. La sortie de l'école, ces deux hommes qui l'abordaient, la voiture, le coup sur la tête. 22 ans de souvenirs refoulés remontèrent d'un coup à la surface. Elle se souvenait. Le café Le Progrès s'était transformé en zone de guerre. Les clients terrifiés rampaient sous les tables, tandis que Marco et Dimitri avançaient méthodiquement entre les débris de verre, leurs armes pointées vers Chloé et Moreau. 22 ans qu'on attend ce moment, petite, gronda Marco. Son visage buriné, tordu par un rictus mauvais. Cette fois, pas d'hôpital pour te sauver. Mais quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire dans l'esprit de Chloé. Le choc de revoir ces deux hommes, combiné au stress extrême de la situation, avait brisé le verrou mental qui emprisonnait ses souvenirs depuis plus de 2 décennies. Les images défilaient maintenant avec une netteté effrayante. Elle, petite fille de 6 ans en uniforme de l'école Sainte-Marie, qui attendait Marie-France, sa nounou, à la sortie des classes, ces deux hommes qui s'approchèrent d'elle, prétendant que papa les envoyait, sa méfiance instinctive, les leçons de prudence que papa lui avait enseignées, sa fuite, ses cris, puis cette main brutale qui l'attrapait, ce coup terrible sur la tempe qui avait plongé son monde dans l'obscurité. « Sophie » murmura-t-elle, et ce prénom dans sa bouche résonna comme un réveil après un sommeil de 22 ans. Moreau profita de la confusion pour pousser Chloé derrière le comptoir et dégainer son arme. « Police, lâchez vos armes !» Dimitri ricana. « Police, mon cul, tu crois qu'on va tomber dans le panneau après toutes ces années ?» Il tira. La balle frôla l'oreille de Moreau et se ficha dans une bouteille de whisky qui explosa dans un nuage d'alcool et de verre. « Chloé, écoutez-moi !» chuchota Moreau en rechargeant son pistolet. « Il faut qu'on sorte d'ici. Vous voyez la porte des cuisines, derrière nous. » Mais Chloé ne l'entendait plus. Elle était perdue dans le flot de souvenirs qui remontaient à la surface, comme des bulles d'air dans l'eau profonde. Papa qui lui offrait la plume dorée pour son 6e anniversaire, pour que ma petite papillon puisse dessiner ses sœurs, le rire de maman Claire avant l'accident, les dimanches dans le grand jardin de Neuilly,
sa chambre rose avec ses dizaines de peluches, et surtout, la voix rassurante de papa qui lui chantait cette berceuse. « Dors bien, ma petite papillon dorée, papa veille sur toi. Sophie, Sophie, restez avec moi. » La voix de Moreau la ramena brutalement au présent. Marco et Dimitri se rapprochaient, utilisant les tables renversées comme couverture. D'autres clients tentèrent de s'échapper par la porte principale, mais Dimitri les fit reculer d'un tir d'intimidation. Personne ne sort. On veut juste la fille. C'est à ce moment qu'une silhouette familière apparut sur le seuil du café. Sébastien Chastel, l'homme qu'elle avait rencontré au parking, celui qui l'avait suivi, celui qui maintenant prenait tout son sens, papa. « Lâchez-la » hurla-t-il en entrant, les mains levées mais déterminées. « C'est moi que vous voulez. » Marco pivota, son arme maintenant pointée vers Sébastien. « Eh bien, papa milliardaire en personne, tu tombes bien. On allait justement terminer ce qu'on avait commencé avec ta gamine. Elle n'a rien fait, laissez-la partir. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. »« Ce qu'on veut, c'est qu'elle ferme sa gueule pour toujours, » répliqua Dimitri. « Elle et ses souvenirs qui risquent de nous causer des problèmes. » Sébastien fit un pas de plus vers l'intérieur du café, et Chloé put voir ses yeux qu'elle reconnaissait maintenant, ses yeux qui l'avaient onboardé tous les soirs pendant 6 ans, qui s'étaient remplis de larmes le jour où maman Claire était partie pour ne plus jamais revenir. « Papa », le mot sortit de ses lèvres comme une prière. Sébastien tressaillit en l'entendant. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma petite papillon, tu te souviens ?» Marco cracha par terre. « Comme c'est touchant, les retrouvailles à père-fille. Dommage que ça va pas durer longtemps. » Il visa Chloé, mais Sébastien se jeta sur lui. Les deux hommes roulèrent au sol dans un enchevêtrement de membres. Le coup de feu partit, la balle se perdant dans le plafond, Dimitri se précipita pour aider son complice, mais Moreau surgit de derrière le comptoir et lui tira dans l'épaule. Dimitri hurla de douleur et laissa tomber son arme. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Chloé, au lieu de fuir comme n'importe qui l'aurait fait, se releva et courut vers la mêlée où son père luttait avec Marco. L'instinct protecteur qui sommeillait en elle depuis 22 ans venait de se réveiller. Marco avait l'avantage. Plus jeune, plus lourd. Il était en train d'étrangler Sébastien quand Chloé lui sauta dessus. Elle n'avait aucune formation au combat, aucune expérience de la violence, mais elle avait quelque chose de plus fort. L'amour filial qui ressurgissait avec la force d'une avalanche. « Laissez mon père tranquille », cria-t-elle en griffant le visage de Marco. Marco la repoussa violemment. Chloé percuta une table et s'effondra, mais elle se releva immédiatement. Marco pointait maintenant son arme vers Sébastien à bout portant. « Adieu, papa poule ». Sans réfléchir, Chloé se jeta entre l'arme et son père. Le coup partit, la douleur explosa dans son flanc gauche, irradiant dans tout son corps comme une brûlure acide. « Non !» hurla Sébastien en la rattrapant dans ses bras. Chloé s'effondra contre lui, le sang s'étalant sur sa chemise blanche. Mais elle souriait, ce sourire paisible de quelqu'un qui vient enfin de rentrer chez soi. « Papa, je me souviens de tout. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Sébastien. « Ma petite fille, ma Sophie. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. Tu n'y pouvais rien, papa, tu n'y pouvais rien. » Autour d'eux, le chaos continuait. Moreau et Marco se battaient pour l'arme. Dimitri gémissait en tenant son épaule blessée. Au loin, les sirènes de police se rapprochaient. Chloé sentait ses forces l'abandonner. Mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. Tous les souvenirs étaient là maintenant. Les premières années avec papa et maman Claire. L'accident qui avait tué sa mère. La période difficile où papa pleurait souvent le soir. Puis l'arrivée de Solène dans leur vie. Papa, Solène, elle savait. Oui. Ma chérie, je sais, elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Et Marguerite, maman Marguerite, elle sera toujours ta maman, Sophie. Elle t'a sauvée, elle t'a aimée. Tu as eu 2 mères extraordinaires. La voix de Chloé faiblissait, mais elle avait encore quelque chose d'important à dire. La plume, je l'ai gardée, toujours. Je sais, ma papillon dorée, tu l'as gardée comme j'ai gardé l'espoir de te retrouver. Les policiers firent irruption dans le café à ce moment-là. Marco et Dimitri furent rapidement maîtrisés et menottés. Les ambulanciers se précipitèrent vers Chloé, mais elle refusait de lâcher la main de son père. « Monsieur, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital », insista un ambulancier. « Je viens avec elle. »
déclara Sébastien d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Papa » murmura Chloé alors qu'on la chargeait sur la civière. « Chante-moi la berceuse, celle d'avant. » Sébastien prit sa main ensanglantée et, d'une voix brisée par l'émotion, chanta les mots qu'il n'avait plus prononcés depuis 22 ans. « Dors bien, ma petite papillon dorée. Papa veille sur toi. Papa ne te quittera plus jamais. » En entendant ces paroles, Chloé ferma les yeux et sourit. Pour la première fois depuis 22 ans, elle se sentait enfin complète. Sophie Chastel était revenue à la maison. 3 semaines plus tard, la chambre privée de l'hôpital Saint-Louis baignait dans la douce lumière de l'après-midi parisien. Chloé, ou plutôt Sophie, comme elle commençait doucement à se réapproprier ce prénom, était assise dans son lit. Entourée d'un véritable jardin de fleurs envoyé par des inconnus touchés par son histoire, sa blessure au flanc cicatrisait bien, mais ce n'était rien comparé aux blessures de l'âme qui se refermaient lentement. Retrouver ses souvenirs avait été comme recoller les morceaux d'un puzzle géant dont la moitié des pièces avait été éparpillée aux 4 vents pendant 22 ans. « Comment tu te sens aujourd'hui, ma chérie ?» demanda Marguerite en entrant dans la chambre. Un bouquet de pivoines à la main, le sourire qui illumina le visage de Sophie fut sa plus belle récompense. Car oui, elle resterait toujours Sophie pour Marguerite, tout comme elle redevenait Sophie pour Sébastien. Les 2 identités coexistaient maintenant harmonieusement en elle. Mieux maman, chaque jour un peu mieux. Marguerite s'assit près du lit et prit la main de sa fille adoptive. La vérité sur l'identité de Sophie avait été un choc, bien sûr. Mais pour cette femme qui avait consacré 22 ans de sa vie à élever une enfant trouvée, l'amour maternel transcendait toutes les révélations. « Ton père biologique vient toujours te voir tous les matins ?» demanda-t-elle avec un sourire teinté de mélancolie. « Oui, il m'apporte des croissants de chez Poilane et me raconte des histoires de quand j'étais petite. Et toi, tu viens tous les après-midi avec tes tisanes maison. J'ai l'impression d'avoir 2 anges gardiens. C'est exactement ce que tu as, ma puce. » La porte s'ouvrit sur Sébastien, qui s'arrêta net en voyant Marguerite. Depuis 3 semaines, ils se croisaient régulièrement au chevet de Sophie, mais leur conversation restait courtoise, presque formelle. 2 parents qui s'étaient partagé le cœur de la même fille sans le savoir. « Bonjour Marguerite, bonjour ma chérie », dit-il en déposant un baiser sur le front de Sophie. « Papa, assieds-toi, il faut qu'on parle, tous les 3. » Sophie avait retrouvé cette autorité douce qu'elle avait petite fille. Cette façon de rassembler les gens qu'elle aimait autour d'elle. Sébastien prit une chaise et s'installa de l'autre côté du lit. « Je sais que c'est étrange pour vous 2, commença Sophie. « Moi, j'ai eu la chance de grandir en aimant Marguerite comme ma vraie mère, et maintenant je redécouvre l'amour que j'avais pour toi. Papa, mais vous devez apprendre à partager quelque chose que vous pensiez chacun posséder en exclusivité. » Marguerite et Sébastien échangèrent un regard. Sophie avait toujours eu cette maturité émotionnelle qui la rendait plus sage que son âge. « Ma chérie, » dit Marguerite, « j'ai eu 22 ans pour t'aimer. Ton père mérite d'avoir sa chance de rattraper le temps perdu. Et moi, » ajouta Sébastien, « je ne pourrai jamais assez vous remercier de l'avoir sauvé et élevé. Vous lui avez donné tout l'amour qu'un enfant peut espérer recevoir. » Sophie sentit les larmes monter à ses yeux. « Alors vous accepteriez de devenir une famille ? Pas une famille traditionnelle, mais notre famille à nous. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Puis Marguerite tendit la main vers Sébastien, qui la serra sans hésitation. « J'aimerais beaucoup ça, » dit Marguerite. « Moi aussi, » répondit Sébastien. « Sophie a besoin de nous 2. » C'est à ce moment que le commissaire Dubois frappa à la porte. Il dirigeait l'enquête sur l'enlèvement et les événements récents. « Excusez-moi de vous déranger, j'ai des nouvelles concernant Marco Santini et Dimitri Volkov. » Sophie se redressa dans son lit. Depuis 3 semaines, elle attendait ce moment avec une appréhension mêlée de soulagement. Ils ont avoué, entièrement, confrontés aux preuves et sachant que Solène Chastel ne pouvait plus les protéger, ils ont tout raconté. L'enlèvement de 2003, le chantage de Solène pendant toutes ces années, la tentative de meurtre récente. Ils seront jugés pour enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat. « Et pour Solène ?» demanda Sébastien d'une voix tendue. L'enquête sur son accident a révélé qu'elle avait perdu le contrôle de son véhicule, après avoir reçu un appel de Marco. Probablement un chantage qui a mal tourné. Sa mort reste officiellement accidentelle, mais nous savons maintenant qu'elle était la véritable commanditaire de l'enlèvement. Sophie hocha la tête. Elle avait retrouvé des bribes de souvenirs concernant Solène,
Cette femme froide qui était entrée dans leur vie après la mort de sa mère, qui souriait devant papa, mais la regardait parfois avec une étrange froideur quand elles étaient seules. « Il y a autre chose », continua le commissaire. « Nous avons retrouvé plusieurs millions d'euros sur des comptes secrets de Solène. De l'argent détourné de votre entreprise, monsieur Chastel. Légalement, cet argent vous revient. » Sébastien regarda sa fille, puis Marguerite. « Cet argent servira à créer la fondation dont nous avons parlé, la fondation Sophie Chastel, pour aider les familles d'enfants disparus. » Après le départ du commissaire, la famille recomposée de Sophie resta silencieuse un moment. Tant de douleur, tant d'années perdues, mais aussi tant d'amour retrouvé. « Papa, » dit Sophie en sortant quelque chose de sa table de nuit. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle lui tendit la plume dorée, celle qui l'avait accompagnée pendant 22 ans d'exil involontaire. « Non, ma chérie, elle t'appartient. Elle t'a protégée pendant toutes ces années. Justement, elle a fait son travail. Maintenant, je voudrais qu'elle reste avec nous, qu'elle nous rappelle qu'on ne se perdra plus jamais. » Sébastien prit délicatement la plume. Cette petite merveille d'orfèvrerie qui avait été le fil invisible reliant un père et sa fille à travers 2 décennies de séparation. « Tu sais ce qu'on va en faire ?» dit-il avec un sourire ému. « On va la faire encadrer avec une photo de nous 3, et elle trônera dans le salon de ta nouvelle chambre. » Ma nouvelle chambre. Tu ne pensais tout de même pas qu'après t'avoir retrouvée, j'allais te laisser repartir vivre à Belleville. J'ai fait préparer ta ancienne chambre. Enfin, une version adulte de ta ancienne chambre. Sophie éclata de rire. Et Marguerite ? Marguerite a accepté de venir s'installer dans l'aile ouest de la maison, avec un appartement indépendant et un jardin pour ses fleurs. Marguerite sourit. Il est très persuasif. Ton père, et puis, j'avoue que l'idée de ne plus m'inquiéter pour tes fins de mois me plaît assez. 2 mois plus tard, la maison de Neuilly résonnait de nouveau de rires et de conversations. Sophie avait repris son travail. Pas aux Galeries Montparnasse, mais comme directrice de la communication de la Fondation Sophie Chastel. Sa première campagne, Retrouver l'espoir, avait déjà permis de réunir 3 familles avec leurs enfants disparus. Ce soir-là, installée dans le salon face à la cheminée, Sophie contemplait le cadre doré qui trônait sur la table basse. La plume au papillon brillait doucement, entourée d'une photo récente. Elle, encadrée par Sébastien et Marguerite, tous 3 souriant dans le jardin de la maison familiale. « À quoi tu penses, ma papillon dorée ?» demanda Sébastien, en venant s'asseoir près d'elle. « Je pense que maman Claire aurait été heureuse de voir qu'on a retrouvé notre famille, différente, mais complète. Elle veillait sur toi. »« J'en suis sûre, comme nous veillerons toujours sur toi. » Sophie se blottit contre son père et ferma les yeux. Pour la première fois depuis 28 ans, Sophie Chastel était exactement là où elle devait être. Les papillons dorés avaient enfin trouvé leur jardin,